Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle émission avec Biggy, Big Cam. Salut. Donc que j'ai connu sur la chaîne Padawam, qui streamait pour la chaîne Padawam, qui a pris son envol. Et donc je te laisse te présenter et puis finalement présenter ton parcours vidéoludique en quelques minutes. Alors rapidement, donc moi je suis donc Biggy de Big Cam Gaming, c'est le nom de ma chaîne sur YouTube. Donc en fait c'est une chaîne gaming qui fait du rétro mais aussi du jeu vidéo actuel. Donc moi j'ai 41 ans, donc j'ai découvert le jeu vidéo à l'âge de 9 ans en arcade. Et après j'ai eu ma première console à moi, c'était la Master System. Et puis après j'ai suivi l'évolution, hein. J'ai eu la Mega Drive, la Super Nintendo, mes grands frères avaient la Neo Geo, donc j'ai pu y jouer très tôt. Et t'as la Neo Geo. Et j'ai toujours la Neo Geo, bien sûr. Et voilà, c'est une de mes consoles favorites. En fait, on va dire que dans mon cœur, elle se bat avec la Super Nintendo. Voilà, moi en fait, cette console me faisait rêver parce que mes frères me laissaient très rarement jouer avec eux. Parce que les jeux étaient un peu plus matures, donc ils voulaient pas que je découvre ça trop tôt. Et plus tard, mon grand frère me l'a donné. Et après, je l'ai revendu. Oh, punaise. Voilà, entre temps, j'avais eu la Neo Geo CD, bref. Donc, Et après, je l'ai repris plus tard. Ok. Donc, voilà. Et donc là, je vois que tu as une belle borne d'arcade et c'est vraiment le sujet de la vidéo. Ouais. C'est de faire un guide de l'acheteur débutant que je suis finalement, qui veut acheter sa première borne et qui ne sait pas en fait par où commencer parce qu'il y a tellement de choix actuellement sur les bornes d'arcade. Tout le monde veut sa borne d'arcade. Donc, je vais d'abord préciser ce qu'est une borne d'arcade précisément. Donc, c'est un jeu vidéo qui est payant. Un jeu vidéo qui était mis, alors généralement c'était sous les arcades justement pour optimiser la place et c'était mis aussi dans les établissements de divertissement, donc ça pouvait être les bowling, les patinoires, les cinémas, les centres commerciaux, etc. Bon, malheureusement ça a disparu un petit peu en France. Ça existe encore dans certains cinémas, mais malheureusement bon ça disparaît progressivement. C'était revenu là avec cette vague, on va dire une sorte de revival avec tout ce qui était rétro gaming. Voilà, on avait revu ces bornes qui revenaient aussi dans certains endroits, dans certains centres commerciaux. Et là, c'est vrai qu'avec la situation du Covid et puis les salles d'arcade Sega qui sont en train de fermer au Japon, malheureusement. Là, je me suis dit c'est le moment ou jamais de partir sur l'achat d'une borne. Et donc, on voulait vous présenter voilà les différentes solutions qui existaient dans l'arcade. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions, on va dire, premier prix. Des solutions type borne One Up qui coûtent 299, 300 euros, qui sont des jouets. Enfin, je ne sais pas si tu as eu déjà ces trucs. Je suis d'accord, je suis d'accord. Qui sont des jouets. Voilà, ouais. On va dire, quelque part, c'est pour faire comme si j'avais une borne. C'est ça. On va dire, c'est faire comme si. C'est pas vraiment avoir une borne. C'est vraiment pour, on va dire, du plaisir occasionnel. C'est plus un objet de décoration, presque, en fait. Ouais. Voilà, que vraiment une borne sur laquelle on peut jouer. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'une borne. Hein. À l'intérieur, il n'y a rien du tout. Il y a juste un écran, un petit PCB, de rien du tout. Mais ça reste une porte d'entrée, on va dire, à ce monde de l'arcade un peu obscur pour les néophytes comme moi. Ensuite, il y a la borne, il y a la nouvelle Neo Geo, là, la petite borne à 499 euros. MVSX, ouais. Voilà, la MVSX, qui est en fait une Neo Geo mini en format un peu plus agrandi, qui est aussi une solution premier prix clé en main pour jouer justement à la Neo Geo sans avoir à débourser des sommes folles, hein, parce que les jeux Neo Geo, on n'en a pas parlé, mais ça a bien augmenté ces 20 dernières années, on va dire. Malheureusement pour nous. Voilà, malheureusement pour nous. Ouais. Mais bon, t'as quand même une belle collection, donc ça prouve qu'on peut encore se l'acheter. Ouais, après, il faut faire les efforts pour, mais c'est pas toujours évident. Et donc après, ça reste vraiment des petites solutions clés en main, on va dire, pour le néophyte qui veut commencer, qui veut avoir un bel objet de déco chez lui et qui veut pas forcément jouer tous les jours avec. Ensuite, il y a les solutions intermédiaires type Arcade & Co, les bornes chinoises aussi.
où là on choisit finalement son stickers. Généralement ça se rapproche un peu des bornes qu'on fait à la maison, c'est-à-dire avec du bois aggloméré et puis un stickers qu'on met dessus. On n'est pas là pour dévaloriser ce genre de pratique, hein. Ça peut être louable, ça peut être un projet commercial, etc. Mais à partir du moment où on met un Raspberry, une Pandora Box, alors là c'est ce qu'il y a de pire, je pense. Ouais. Dans le monde, dans le monde de la borne. Alors, moi, le Raspberry, ça va dépendre de comment il est configuré, mais pour moi, la Pandora Box, parce qu'en fait, il existe différentes Pandora Box. Tu as la vraie Pandora Box et tu as les copies chinoises des Pandora Box. C'est ça. Et on va dire 90% du marché est inondé par les Pandora Box chinoises, qui sont en fait des trucs absolument infâmes avec de la latence, avec une mauvaise retranscription des inputs, etc. Et puis voilà. Le catalogue, c'est 80% c'est des bootlegs, quoi. C'est ça, ou alors des ROM trafiqués, voilà, enfin bref, voilà, des bootlegs qui sont pas forcément jouables. Quand on est un pro de certains jeux, on se demande vraiment si on n'est pas devenu nul du jour au lendemain, parce que les coups ne sortent pas, on n'arrive pas à se déplacer comme on veut. Et puis on se prend des raclés par l'ordinateur, alors que théoriquement on arrive quand même à s'en sortir. Donc vraiment, faites attention à comment vous la configurez et comment vous l'achetez. Donc pour moi, il y a deux solutions viables. Il y a le Raspberry qui est une solution, on va dire, viable. Et puis il y a la solution du PC, dont on parlera après, qui, via diverses solutions, peut s'avérer viable aussi. Après, il y a des solutions un peu plus luxueuses, type Neo Legend. Donc Neo Legend, c'est vraiment la marque entre guillemets de luxe des bornes fait maison, des bornes artisanales. Donc c'est une boîte française, hein. Et là on en a pour plusieurs milliers d'euros. Voilà, donc ils vendent des bornes un peu comme ce que tu as sur l'arrière. Tout à fait, tout à fait. À 4 000, à 5 000 euros. Bon, bah voilà, on en parlera après, mais je pense qu'on peut avoir aussi bien, voire même mieux pour moins cher. Tout à fait. Il suffit de chercher un petit peu. C'est ça. Et après, moi, par exemple, je me dirigerais plutôt vers une Cordicap. Ouais. Alors, une Cordicap, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a, moi, dans mes Cordicap préférés, il y a les bornes Sega, les Astro, les New Astro City, qui sont des bornes, on va dire, sur lesquelles, voilà, les bornes légendaires, sur lesquelles il y avait le système 32 avec les Golden Axe, avec tous les jeux, on va dire, les Shinobi, enfin bref, tous les jeux légendaires de l'arcade des années 80 et 90. Ensuite, il y a la Blast City, qui est finalement une version évoluée de ces bornes-là, qui est à la fois tournée vers le passé et vers l'avenir, puisqu'on a des connectiques qui sont un peu plus récentes, notamment le VGA qui permet quand même de pouvoir brancher un peu plus de périphériques. Ensuite, on a les bornes de Taito. Donc là, on en a un bel exemple derrière toi. Donc, moi, c'est une repro, hein, mais elle est reproduite à l'identique de ce qu'est la Viewlix L. Voilà. Et donc la Viewlix, en fait, vous avez les AMI, les Capcom, les L. Ce qui diffère, c'est vraiment la conception intérieure et puis surtout la résolution de l'écran qui change. Donc vous avez du 720p sur deux d'entre elles et puis une 1080p. Et ensuite, vous avez les bornes un peu plus exotiques, on va dire, les bornes SNK, les bornes Capcom, les Konami, les Namco, qui sont, on va dire, plus difficilement trouvables, qui sont très chères. Il faut se le dire. Et puis, déjà pour trouver les bornes Sega dans une bonne qualité, non jaunie, etc., c'est pas si facile. Il n'y a pas 36 boîtes sur Internet qui le font. Hein, c'est vraiment du underground. C'est vraiment, je peux vous citer, voilà, il y a Ronnie Erkalok qui en vend sur Facebook. Et puis il y a des boîtes aussi. Il y a Otaku aussi. Otaku qui est difficilement joignable, mais qui vend des bornes. C'est très compliqué d'avoir des bornes. Moi, j'en connais un autre que peu de gens connaissent. Il est à Los Angeles. Il s'appelle Kung Chung. C'est un Chinois qui vit à Los Angeles. Il a un choix, mais monstrueux. Mais quand je te dis monstrueux, c'est-à-dire qu'il a un choix dantesque. Là, il n'y a pas longtemps, je l'ai relancé juste par curiosité. Il m'a sorti plusieurs modèles dans d'excellents états. Le souci, c'est le prix des frais de port. Pour les faire venir de LA jusqu'à chez nous, surtout dans la période actuelle, c'est compliqué. Par contre, il a un choix monstrueux. Après, il y a peut-être moyen de grouper les frais de port si on en achète plusieurs dans un même groupe. C'est ce qu'il m'a dit. Et ensuite, il y a les bornes dédiées. Alors là, on est sur l'élitisme extrême.
Les bornes dédiées, donc ça peut être, il y a eu un bel exemple avec la borne de Wawa sur le Hot Run là, qui lui a coûté, je pense, un bras pour la restaurer, refaire la peinture, etc. Moi personnellement, j'aime pas qu'on trafique ces bornes-là. J'aime bien que ça reste dans son jus et puis qu'on essaie d'améliorer, on va dire, ce qui s'est un petit peu abîmé et encore. Ouais. Vraiment enfin pour moi je serais plutôt dans la dynamique de la laisser à l'identique. Ensuite on a tout ce qui est bornes les spécifiques type Lost and Adventure, les bornes Namco, les bornes cockpit d'avion aussi, Space Harrier et compagnie. Voilà, Afterburner, enfin bref, Combat 22 des bornes aussi. légendaires. Voilà, des bornes légendaires, mais là, il faut vraiment être un pro de l'électronique, je pense, pour pouvoir les restaurer et puis les maintenir dans un état vraiment intéressant. Donc voilà, donc moi, je suis déjà possesseur d'un slot MVS, 4 ports, j'ai déjà du MVS, donc j'ai déjà un pied dans l'arcade. Oui. Moi, je l'utilise avec un Super Gun, donc en fait, c'est une petite carte mère sur l'arrière qui me permet de le brancher à un écran via une Péritel. Donc c'est une solution qui est viable, mais j'ai pas cette sensation de l'arcade parce que je suis obligé de brancher mon stick AES, mon stick Neo Geo, et finalement je me retrouve avec une Neo Geo bis quoi. Je me retrouve avec c'est exactement Surtout pareil. Que, J'ai pas peu de choses d'apport. près, il y a le même catalogue. Il y a quelques jeux qui sont exclusifs MVS. Voilà, mais il y en a pas il y en a énormément. pas énormément. Ouais. Et donc je voulais justement que tu nous donnes toi ton point de vue, ton historique, et savoir ce que toi tu me conseilles, ce que tu nous conseilles en tant que joueur averti. Alors, sur arcade. Moi, ma démarche sur les bornes d'arcade, elle était un peu différente, ma démarche. C'est que au départ, j'ai toujours rêvé d'avoir une borne chez moi. Moi, il faut savoir que je passais énormément de temps en salle d'arcade. Étant donné qu'on n'avait qu'une seule télé à la maison, on était nombreux et je pouvais presque jamais jouer. J'avais que quelques petits créneaux comme ça pour pouvoir jouer et c'était compliqué. Donc chaque samedi et le mercredi après-midi, je jouais en salle et j'ai vraiment fait mes premières armes et j'ai découvert beaucoup de jeux en arcade à leur sortie presque. Hein. Moi, Street Fighter 1, par exemple, beaucoup de gens crachent dessus. Moi, en arcade, franchement, j'en ai des souvenirs incroyables du premier Street Fighter. Okay. Et puis il reste à jouable, hein. Il reste à jouable pour sortir Anadoken. Mais ce genre de jeu de versus comme ça aussi, qui était pour l'époque quand même bien travaillé, etc., avec un peu une histoire, on voyageait, etc., c'était un petit peu unique. Donc, j'étais fou d'arcade et un jour, je me disais, quand je serai plus grand, je m'achèterai une borne. Je suis parti au départ, j'ai joué petit, c'est-à-dire que... Ouais. J'ai vu qu'il y a eu la mode, on va dire, c'était en 2010, où il commençait à avoir des gens qui fabriquaient des bornes comme ça à la maison. J'ai pratiqué l'émulation quand elle est sortie au départ. Donc moi, je viens du milieu de l'informatique, donc j'ai testé les premiers émulateurs. J'ai vu le premier... les Neo Geo Rage X. Neo Rage X, mais c'était MAME au début, d'accord ? Même j'ai joué les premiers jeux d'arcade, même je voyais certains jeux que je voulais jouer qui n'étaient pas émulés encore dans MAME ou qui ne tournaient pas à 100%. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, les jeux ont commencé à être émulés correctement, etc. Les Mortal Kombat 2, ça a mis beaucoup de temps par exemple. Mortal Kombat 1 aussi, etc. Et donc j'ai pratiqué l'émulation, je voyais comment ça fonctionnait, mais je me rendais pas compte qu'on pouvait centraliser tout ça à l'intérieur d'une seule borne. Donc à peu près en 2010, j'ai commencé à avoir la réflexion de me dire pourquoi pas me prendre une petite borne parce que je voyais que il commençait à avoir des gens qui en fabriquaient comme ça. Et j'ai pris contact avec quelqu'un par un ami qui était dans les tournois de jeux vidéo, notamment de Street Fighter. Il m'a présenté une personne donc qui fabriquait des bornes chez lui. Et donc je lui ai commandé un bar top et c'était les premiers bar top avec Hyperspin. Donc Hyperspin, c'est quoi? C'est un front-end, donc on va dire comme un système d'exploitation. Un système, On va dire raccourcir ça plus simplement. Donc en fait, c'est un système d'exploitation qui va gérer différents émulateurs, mais surtout qui va leur donner un visuel sympa et plus user-friendly pour pouvoir lancer ton jeu. Donc tu vas avoir des animations, tu vas avoir un carrousel pour choisir ton jeu, tu as les différents systèmes, etc. Alors, j'ai pas, eu le choix j'ai eu le choix du visuel, mais j'ai pas eu le choix du système à l'intérieur. Donc lui, il montait un PC qui était, ancré sur la carcasse en bois. Donc une carte mère avec une carte graphique, un processeur, un PC complet, raccordé avec les sticks devant. Et donc c'était un bar top Blast City.
Donc c'était Ok. un bar top qui rendait hommage à la Blast City avec les couleurs, etc. Mhm. Donc j'ai eu ce bar top là, je l'ai reçu, bon au début c'était génial, les touches s'allumaient. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Padawam avec. Dans la vidéo 50 meilleurs Ouais. jeux, on le voit derrière. Donc voilà. Tout à fait. Et en fait, les touches s'allumaient, c'est magnifique comme objet. Mais après, il y a pas mal de jeux, il y avait les consoles plus les jeux d'arcade. Bien sûr, quand tu jouais à la console, c'était juste infâme de jouer au stick à certains jeux qui sont quand même plus adaptés pour du pad. Bon, ça je mets de côté, mais j'ai pu retrouver les gros titres d'arcade que j'aimais, je jouais avec mes enfants, etc. Donc c'était assez sympa. Sauf que, bon, c'était une borne en aglo, donc en bois, donc bar top. L'écran c'était du 24 pouces, non peut-être 26 pouces, ou 27. Donc on pouvait jouer quand même à deux, on avait la place pour jouer à deux. Le problème c'est que à force de l'utiliser, bah, en fait le bois travaillait, et je me suis retrouvé avec le stick qui s'est enfoncé à l'intérieur du panel. Et donc après, j'ai dû le remonter, le revisser, prendre des vis plus grandes, etc. Mais c'était des solutions, on va dire, temporaires. C'était des pansements que je mettais. Tôt ou tard, ça allait se reproduire parce que c'est du bois, ça travaille, etc. Donc, voilà. Et donc pour rebondir sur ça, quand je parlais des bornes One Up, c'est exactement la même conception. C'est du bois avec des petits panels. En plus, là, on est sur des panels premier prix. Donc en plus, ça risque de se casser, ces petits sticks, ces petits switches qui sont dans les sticks. Et effectivement, tu me parlais en off des vis à bois qui travaillent avec la sueur, hein, parce qu'effectivement, quand on est de façon intensive sur sa borne, eh ben, il y a de la sueur qui tombe. On n'est pas sur une solution qui est viable, on va dire, sur le long terme. Quoi. Donc après ça, quelqu'un m'a contacté sur Facebook parce que je suis designer aussi de site internet. Et il m'a proposé donc de me faire un échange, un site internet contre une borne d'arcade. Mais là, c'était une vraie borne debout, d'accord, complète. Elle devait faire peut-être 1,70 m de haut. Avec un écran 27 pouces, pareil avec un système complet avec plus de 9000 jeux. Et donc, customisable pareil, je pouvais choisir mon visuel. Donc je lui ai préparé un visuel. Je lui ai envoyé, il l'a adapté sur la borne. Donc je lui ai fait son site internet et il m'a fait livrer la borne chez moi. J'avais fait aussi sur Padawam un unboxing de la borne. Je crois qu'il existe toujours sur Pada City, il me semble. Moi, j'ai même pas gardé de sauvegarde de ce truc-là, mais bon, bref. Donc après, j'ai reçu cette borne-là. J'avais toujours mon bar top que j'avais mis de côté pour le coup. Et j'ai reçu cette borne. Et encore une fois, redéception. C'est-à-dire que j'ai commencé à me poser la question, c'est... Est-ce qu'on peut jouer sérieusement sur une borne d'arcade comme ça? Est-ce qu'on peut jouer vraiment sérieusement? Moi, je partais du principe où je voulais pas juste jouer de temps en temps et avoir l'objet comme ça, juste pour dire, voilà, ça décore ma pièce. C'était pas du tout ma démarche. Moi, je voulais jouer sérieusement. C'est-à-dire, il y a des jeux en arcade que j'ai kiffé, que je voulais terminer. Et puis, quand j'ai pas mal d'amis qui font de la compétition de haut niveau sur Street Fighter, quand ils viennent à la maison, qu'on joue, on joue sérieusement. C'est ce que je voulais, quoi. Mais... Et puis bon, vu nos forces respectives, je pense que si on avait une borne premier prix, à mon avis, elle fait la soirée et puis c'est terminé quoi. On resterait avec le stick. Sans pour autant dire qu'on s'excite comme des malades sur le stick, c'est pas ce que je veux dire. Non. Mais bon, voilà, quand même, il faut quelque chose, qui tienne la route. Mais c'est pas là pour le coup, c'était moins un problème, comment dirais-je, de solidité sur cette borne-là. J'ai pas eu le temps finalement de la mettre à l'épreuve de ce côté-là. Sachant que lui, il me garantissait que c'était quand même plus solide. Mais c'était plutôt l'expérience de jeu. Donc, c'était une borne avec une Pandora Box, je pense une version chinoise, voilà, copiée. Donc, tu avais de l'input lag. En termes de filtre visuel, tu avais quasiment rien. Donc, en fait, tu avais le truc brut, comme ça, pixelisé. Il n'y avait pas de scanlines, il n'y avait rien de ce genre de... En fait, il y avait un petit filtre, mais c'était pas terrible, quoi. Je te donne un exemple, toi qui pratiques la Neo Geo, un jeu comme par exemple Real Bout 2, qui est très réactif au niveau de ses contrôles, c'était impossible de sortir une super dessus. Donc, alors que c'est pas le plus réputé pour être le plus rigide. KOF 94 à côté, c'est un peu plus technique, on va dire, les inputs sont un peu plus exigeants. C'est un peu plus rigide, Sachant que moi je le kiffe le 94, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, je commençais à être déçu et quelque part un petit peu frustré. Donc, après, il s'est passé un événement, c'est que j'ai déménagé, donc j'ai acheté une maison. Et quand j'ai déménagé,
ma pièce actuelle était un garage. Donc j'ai mis la borne dans le garage et j'ai commencé à les laisser mourir. Et en plus, dans le déplacement, elle avait commencé à se disloquer, sachant que c'est moi qui l'ai transportée. Ouais. J'ai fait très attention, mais il s'avère que c'est vraiment des objets de décoration. Ce ne sont pas... Bah quand c'est de l'agglo, c'est un meuble en fait. C'est un meuble qui se disloque sans avoir, on va dire, la finition d'un vrai meuble, quoi. On est sur de l'aggloméré, on est sur du truc brut. Voilà, c'est homemade. Et même si on paye 1000 ou 1500 balles ces bornes-là, eh ben, c'est pas ça qui nous assure une longévité. Sachant que c'était une borne qui valait 1599. Son prix, c'était ça. Voilà. D'accord ? Voilà, c'est super cher. Ça reste quand même, pour la personne qui l'aurait payé, moi c'est différent. Bon, j'ai passé du temps pour lui faire son site, mais c'est différent, c'est pas de l'argent que j'ai sorti de ma poche. Donc cette borne-là, donc j'ai rafistolé, je l'ai revendue, et je me suis dit, bon, je mets le projet de côté, mais je veux pouvoir jouer sérieusement. Mais, alors, laisse-moi rebondir. Pourquoi t'es parti sur une borne comme t'as sur l'arrière ? Alors que finalement, comme moi, donc moi je me suis renseigné à Morse pour cet achat. Je me dis, bah voilà, je vais prendre une Blast City. Toi, on t'a conseillé, je le sais, une Blast City. Et pour autant, t'as dit non, non, alors, moi je prends pas une Blast City. J'étais à 2 doigts de prendre une Blast City. Ça s'est joué vraiment à 2 doigts et par 2 fois. Donc quand on m'a conseillé, c'est-à-dire non, moi j'ai commencé à chercher par moi-même. Et j'avais déjà mon dévolu sur la Blast City. Sachant que j'ai eu les conseils d'un ami. Pour le citer, il s'appelle Gemuoni. Il a sa chaîne aussi sur Facebook. Ouais, qui a une chaîne. Sur YouTube, pardon. Qui a une chaîne aussi. Et voilà. Qui est le bienvenu sur ma chaîne. Je pense qu'il viendra avec grand plaisir. Et donc, Gemuoni m'a dit, voilà, je lui ai dit, voilà, moi, il y a cette borne-là, en parlant des bornes Sega, je voulais une Handicap parce que, finalement, j'ai eu la même démarche que toi. Je me suis dit, je vais mettre un slot MVS. Et je vais déjà au moins avoir la Neo Geo dans un bon rendu. Mais finalement, c'est une quête qui a quelque part peu de sens finalement, vu que nous, on a une AES. Tu comprends? Ouais, mais c'est pas la même sensation. C'est pas... t'es devant un écran, t'es sur une borne, t'es sur quelque chose qui est plus solide. T'as pas le même pas entre les mains, quoi. Et donc, j'avais le choix entre une Astro ou une New Astro, ou alors une Blast City. Lui, il m'a dit, voilà, la différence entre les deux. Alors, il y a la chaîne de Games Them Up aussi qui m'a fait beaucoup envie avec sa Blast City. Ouais. Voilà, très bonne chaîne. J'ai vu aussi ses vidéos. C'est aussi ce qui m'a fait trancher plutôt du côté de la Blast City, parce que lui, il estime que c'est la meilleure borne d'arcade qui existe. Il le dit clairement. Pourquoi? Parce qu'il parle justement de ce que tu citais au départ, c'est que c'est une borne évolutive qui va pouvoir te permettre de faire jouer classiquement avec un PCB, avec un slot MVS, mais aussi avec un ordinateur. Après, il faut passer par pas mal de séances de bricolage. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu refroidi. Moi, je voulais jouer. J'en avais marre, je voulais jouer. Voilà. Donc, cet ami-là, Gemuoni, il m'a donc conseillé de prendre plutôt la Blast. Je suis allé en voir une, près de Lyon. Il y a quelqu'un qui en vendait une sur le Bon Coin, et c'était une borne qui a été repeinte. Apparemment, dans le milieu de l'arcade, elle est connue, ils l'appellent la Blast City noire, parce qu'elle a été repeinte en noir. Je te montrerai. Apparemment. Et en prix alors? Lui, il la vendait 1699, sachant, c'est cher. Ce qui est quand même cher pour une Blast. Alors, il avait refait tout le panel, il avait fait un panel 8 boutons au lieu de 6. Le seul problème, c'est qu'il avait posé les boutons, mais n'importe comment, il n'y avait pas de sens dans la disposition des boutons. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Et moi, j'avais un projet de reboucher les 2 boutons qu'il avait rajoutés et de relaisser à 6 parce que finalement, en fait, la disposition ne correspondait pas. Mais surtout, il avait pris des boutons de la taille en dessous. Comme sur ma borne, en fait, j'ai les boutons standards, on va dire. Et au fond, pour mettre les crédits, j'ai des boutons plus petits. Et donc, sur ta borne, là, tu as quand même le bon goût de ne pas avoir pris des boutons fluo qui s'illuminent. Là, c'est tel que c'est sur la Viewlix. Ouais, voilà. mais c'est très très propre. On dirait quasiment une Viewlix. Ça correspond aux couleurs de la borne. Après, je peux mettre des marquis également. Je peux acheter des marquis qui se glissent en haut, en bas. Alors, le marquis pour le néophyte, donc c'est vraiment le truc qu'on met, la petite pub en fait, qui montre le jeu sur lequel tourne la borne. Et qui permet finalement aux personnes de savoir ce qui tourne sur cette borne. Alors, donc après ma réflexion, pour en finir avec ça, donc j'étais parti sur une Blast City et j'ai vu que c'était trop compliqué, que c'était, comment dirais-je, je savais que ça allait être vraiment
un travail de longue haleine pour en avoir une et surtout de la faire fonctionner comme j'avais envie. Donc on m'a proposé une Blast City et j'ai refusé. En fait, on me l'a proposé à un prix très intéressant. Et vraiment, on m'a dit, voilà, tu as 15 minutes, tu réfléchissais, ok, tu prends, ou alors tu prends pas. Je me suis laissé 5 minutes de réflexion, j'ai dit non, je la prends pas, laisse tomber. Là, ça c'est la méthode Ronnie, ça. Ça, c'est Ronnie. En gros, tu as 5 minutes. Moi, il me l'a fait pour une Viewlynx. Il voulait que j'achète une Viewlynx VS. Donc, les Viewlynx, en fait, où tu as un écran comme ça et un écran comme ça, en versus. Et je me suis dit, mais comment je vais faire tourner ça? Comment je vais la brancher? Ça. Il me la vendait pas cher, hein. Enfin, pas cher. On était quand même à 2300 euros. Hein, donc, c'était quand même... Voilà, c'était pas cher pour une Versus. Et après, en termes de place, je me suis dit, mis à part dans mon garage, bon, voilà, je peux pas la mettre. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu la chaîne d'Ivan Kaiser, qui est un pote. Donc en fait, il a présenté ça. Voilà, très bonne chaîne aussi, qui est le bienvenu sur ma chaîne. Et donc en fait, qui est devenu un pote à force. Voilà, on a commencé à on discutait d'autres choses et après on en est venu à discuter des bornes, etc. Et donc il m'a présenté donc la personne qui lui a fait son système, qui s'appelle Greg, qui a une société qui est à Marseille, qui s'appelle Massilia Arcade. Donc en fait, il m'a mis en relation avec lui. D'abord, il m'a montré des photos de bornes qu'il avait actuellement. Il m'a mis en relation avec lui, donc j'ai pris contact avec lui, on a discuté. D'abord au premier coup, je lui ai juste fait un mail. Il m'a répondu, m'a donné un prix, ça m'a refroidi. Je me suis dit, bon, j'étais pas prêt à mettre une telle somme tout de suite. Même si j'avais vendu mon autre borne, j'avais l'argent de côté pour pouvoir en reprendre une. Et donc, quand tu parles d'une telle somme, c'était combien? Au départ, pratiquement, on n'était pas loin de... Il m'a dit, il faut que tu comptes pas loin de 3000. Pas loin de 3000. Ok, donc on n'était pas loin de Néo Légende. Néo Légende, pour une borne pareille, c'est plutôt de 4000, 4005. Donc c'est pas la même chose. Ok. Pour définition similaire. Ouais, et donc, bon, j'étais toujours dans la réflexion. Et puis un jour, Ivan Kaiser publie sur son Facebook une photo. Il dit, voilà, il y a celle-là de dispo. Donc la borne qu'il y a derrière. Et du coup, je rappelle Greg, je lui dis, écoute, elle m'intéresse et tout, est-ce qu'on peut discuter? Je commence à discuter avec lui. Moi, j'avais des exigences particulières dans le sens où je voulais un système un petit peu plus, je dirais un peu plus évolué. Parce que je me suis dit... Voilà, avec une simple roue, ouais. Il m'a dit, bah ça tombe bien. Moi, je faisais du hyperspin jusqu'à présent. Et maintenant, je travaille avec Big Box. C'est beaucoup plus simple. Tu peux ajouter les jeux que tu veux en 2 clics. C'est aussi joli. Tu as plein de thèmes différents. Tu as juste à cliquer pour changer tes thèmes. C'est vraiment user-friendly. C'est vraiment top, etc. Donc, on a avancé. On a fait la configuration ensemble. Et quand elle était prête, il m'a appelé, il m'a dit viens la chercher. Donc moi, pour te dire, tu sais que je suis originaire de Lyon. Donc pour descendre à Marseille, c'est pas très compliqué, c'est pas loin. Donc je suis descendu, il m'a accueilli chez lui, il m'a tout montré, il a été extrêmement gentil avec moi, il m'a bien expliqué les choses, etc., etc. Ensuite, on a chargé la borne et je suis parti. Alors, en termes de poids, ta borne, elle pèse combien elle est par pas rapport loin de 80 kg, je pense. Ok, ouais, donc on est un peu moins lourd qu'une Blast City qui fait 100 kg. Mais à mon avis, c'est plus transportable dans le sens où ton panel, tu peux le replier beaucoup plus facilement. En fait. Et tu peux aussi carrément l'enlever. Donc si tu as envie de l'enlever, moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai transporté, pour éviter que, tu sais, quand il pivote dans la bagnole, qu'il y ait du poids qui revienne et qui éventuellement abîme les charnières, etc. J'ai carrément décliqué, en fait, déclipsé le panel, je l'ai posé à côté. J'ai posé la borne et le panel, je l'ai posé à côté. Il y avait juste un seul câble à rebrancher à la fin. Ok, et donc ça, tu l'as chargé dans ta voiture sans aucun souci. C'est un monospace compact que j'ai. C'est pas vraiment un vrai genre un espace. C'est un monospace compact, c'est rentré sans problème. Donc. Et donc ça t'as pu le porter avec un, voire je suis allé moi et Greg. Bien costaud. Greg aussi est assez costaud. Ok, donc vous étiez 4-2 en fait. Dans son ascenseur, en plus elle rentrait dans l'ascenseur. On l'a mis dans la bagnole, je suis parti, je suis rentré. Je l'ai rebranché, ça a fonctionné tout de suite. Ok. Ce qui est pas forcément possible avec une Blast. Une Blast avec un tube cathodique, voilà, il faut quand même faire gaffe. Voilà. Il faut porter droit parce que le tube cathodique, on n'en a pas parlé. Mais le tube cathodique, c'est un réel souci sur les bornes, on va dire, dites traditionnelles type handicap.
parce que le tube cathodique souvent sont des formats propriétaires, donc on est sur du 29 pouces. C'est-à-dire que si on veut le changer, il faut reprendre le tube à l'identique. Et ensuite, souvent, ce sont des tubes qui ont tourné 10, 15 ans dans une salle. Donc nous, on se retrouve finalement un peu comme avec une bagnole qui a 150 000 bornes. On peut bien tomber, et puis on peut tomber sur un tube. Il y a le phénomène de marquage qui n'existe plus aujourd'hui. Donc en fait, souvent, tu achètes on appelle plus ça... Eux, ils appellent ça un combo. Ça veut dire qu'il y a combo tube plus platine. Et c'est en général des combos Toshiba. Ok. Donc voilà. Ok. Et en fait, le problème, c'est que parfois, tu vas en trouver un fonctionnel, mais il va avoir un léger marquage. Ok. Mais, alors, juste aussi, parce qu'il y a quand même un point qui me pose question. Donc, moi, j'étais parti, donc je suis parti sur une Blast City avec le slot NVS que tu voulais faire, en fait, qui n'est pas de l'émulation. Ah oui, il faut quand même pas de l'émulation. Le stipuler, ça. Voilà. Ça, c'est pas de l'émulation, c'est du vrai matériel. Je dis pas que ton matériel, c'est pas du vrai matériel. Puisque maintenant, les jeux d'arcade, finalement, c'est un PC qui les fait tourner. Donc, ça, faut les jeux d'arcade actuels... En fait, cette borne-là fait de l'émulation et du natif. Si tu veux, il y a des systèmes qui sont émulés et il y a des systèmes natifs où c'est un auto-exécutable du jeu qui va fonctionner sur PC. Je parle pour les jeux récents. D'accord ? Et donc si, là je vais te dire une grosse aberration. Si tu veux faire tourner le Mario Kart GP sur ta borne avec stick, tu peux le faire, mais j'ai jamais fait ça. C'est une hérésie pour moi. C'est une hérésie, non ? Ouais, mais bon, donc comme je l'expliquais dans la vidéo que j'ai faite sur la borne, bon, j'y reviendrai, je ferai des vidéos peut-être plus poussées là-dessus, mais je mettrai le lien. Merci. Et en fait, moi, j'ai pour projet de mettre un name track dans peu de temps, je pense, avant la fin de l'année. Et il existe aussi des volants, pas les volants qu'on a sur PC, mais des volants amovibles qu'on peut mettre et enlever en fait sur le panel ici, pour pouvoir jouer par exemple à Mario Kart ou à Daytona USA. Ok. Ça, c'est quand même vachement bien. Bon, après, il reste le cockpit, il reste tout le reste. Mais ça, à la limite, on peut le construire soi-même, mais on peut réadapter. Donc, on peut imaginer un système qui se déclipse. Voilà. Et sur lequel on reclipse finalement soit un manche à balai si on veut être sur de la simulation, soit un volant si jamais on veut mettre du Daytona USA, etc. Et en termes de rendu, puisque on passe quand même, par exemple sur une Blast, on est sur du 640 par 480, je crois. Donc la tienne c'est du Full HD, c'est ça ? Donc on est donc du 1080p. En termes de rendu, est-ce que c'est fidèle quand tu mets par exemple un Golden Axe ? Tu mets un Golden Axe, un vieux Golden Axe. Je ne vais pas te parler de Super Mario parce que là aussi c'est une hérésie. Avoir des bornes qui font tourner Super Mario, mais il faut pas m'en parler. Mais par contre, un Golden Axe, là c'est jouable. Là, et donc, est-ce que ton Golden Axe, tu as vraiment l'impression d'être sur une borne de l'époque ? Ou est-ce que, au final, avec les apports que ça peut t'apporter, les skylines, les lissages et compagnie, est-ce que tu te retrouves avec une expérience qui est améliorée ? Tu vas avoir une expérience améliorée dans le sens où la résolution va être supérieure, donc ça va être un peu plus fin. Avec les scanlines, tu vas avoir un rendu qui se rapproche de ce qu'on avait à l'original, sachant que tu ne pourras jamais avoir le rendu d'un tube cathodique, parce que de par le fait qu'il projette des rayons sur tes yeux, c'est quelque chose de totalement différent, en fait. Sur un LCD, ce sont des pixels qui s'éclairent. Donc le rendu est différent. Maintenant, moi, et je te dis, j'ai une grosse expérience arcade. Honnêtement, pour moi, ça reste quand même assez fidèle et largement jouable. Moi, dans ma vidéo, je présente... Après, c'est du off-screen, mais je présente Street Fighter 2 et je te laisserai aller jeter un œil. Et tu essaieras avec ton œil d'expert qui a connu ça. Je l'ai vu. Et ben pour moi, ça m'a totalement bluffé. Ça m'a totalement bluffé. Et donc ça, c'est vraiment une solution pour toi qui est viable, clé en main pour le néophyte arcade. Parce qu'on l'a pas dit, hein, mais quand on prend une borne corde handicap, c'est des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures d'investissement, d'arrachage de cheveux. Ouais. Il faut un réseau. Il faut un réseau. Il
il faut pas acheter tout ça, il faut pas aller voir Ronnie en disant moi je veux la borne. La borne, elle arrive 6 mois plus tard 6 mois plus tard quand même, hein, parce que quand on commande chez Ronnie, on sait jamais quand ça arrive. Donc on donne un acompte et puis après un jour, bah voilà, ça arrive chez soi. Donc c'est sympa, mais en même temps, souvent on est un peu perdu quoi. On est un peu perdu quand ça arrive. Et si on n'a pas une bande de potes qui s'y connaissent un petit peu et qu'on peut appeler pour faire du dépannage, là, ça risque de poser problème. Mais c'est la même chose pour les flippers. Hein. On n'en a pas parlé. Mais c'est vrai que les flippers, c'est aussi le même souci. Il faut quand même s'y connaître un minimum en électronique. Alors que toi, sur ta borne, bon, si on a une connaissance en informatique et si... je dis pas qu'il faut pas s'y connaître, mais en informatique, si on a des connaissances en informatique, si on sait configurer, on va dire, une Recalbox, si on sait faire fonctionner des émulateurs, on peut faire fonctionner ta borne. Quand tu la reçois, elle est fonctionnelle à 100%. Après, ça va être pour pouvoir la faire évoluer. Par exemple, comme moi, mettre un M-Track, il faut avoir quelques connaissances informatiques. Ou alors, rajouter des nouveaux jeux. Comme je t'expliquais, je te disais que la borne faisait du natif. Du coup, tu vas pouvoir récupérer les jeux d'arcade qui sortent actuellement au Japon. D'accord? Des dumps de la version telle qu'elle est, vu qu'il tourne sur PC. Et en fait, juste pour pouvoir ajouter ça à ton catalogue, c'est là où tu vas bidouiller, en fait. Mais c'est pas... Sur ce modèle-là, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, tu as deux interfaces. Tu as l'interface de jeu pur, mais tu as également l'interface de gestion. Ouais. Et dans cette interface de gestion, tu vas pouvoir bouger, par exemple, un titre ou un autre dans une autre catégorie qui te paraîtra plus pertinente, tu vois, parce que lui, il a fait un système tel qu'il l'a pensé, mais toi, tu peux dire, je sais pas moi, Golden Axe, il doit aller dans 2D Fighting. Je te dis une bêtise. Bah, tu vas pouvoir le bouger comme ça, mais tu vas pouvoir donc ajouter ton jeu toi-même, aller chercher l'explorateur du jeu, récupérer toutes les vidéos, les logos, etc. Tu sais que tu m'as presque convaincu. Donc, comme quoi tu vois, avant la vidéo, je me suis dit, non, j'ai bien réfléchi, ce sera une blast. Mais là, en faisant la vidéo, je me dis, au final, c'est pas mal. Je vais être franc avec toi, t'es un pote. Moi, tu sais que mon projet, il n'est pas totalement entériné, hein, l'histoire de la blast. J'attends de voir comment ça va se dérouler, l'agencement de la place, mais il se peut qu'un beau jour, à côté de l'autre, tu aies une blast. Juste pour jouer. T'es une blast. Comme quoi, mais comme première expérience, comme première borne. Totalement satisfait. Voilà. Et surtout, ça m'a appris comment fonctionnaient les systèmes, etc. Et peut-être que par la suite, je me prendrai une deuxième, juste dédiée pour ce qu'on a dit au début. Ok, bon bah écoute, moi ça me paraît très très bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire, juste voir un peu plus, de façon un peu plus proche. Est-ce que tu peux nous amener avec ta caméra, voilà. Oui, je vois. Tu vois. Donc en fait, quand tu arrives dans la borne, tu arrives ici, c'est le menu de base, d'accord? Donc en fait, tu as arcade, c'est tout ce qui est centralisé. Main, donc on va dire c'est les systèmes d'arcade anciens. Tu as, voilà, là, ça c'est la présentation de l'envoi Tortue Ninja. Je sais que tu l'aimes parce que j'ai vu des fois où on entend Kawabunga dans ton générique. Tortue Ninja, c'est toute une époque. Donc tu vois comme quoi je te suis. Ah, c'est toute une époque. Moi aussi, j'ai d'excellents souvenirs dessus. Donc en fait, arcade, on va dire il y a Main, mais tu as un peu de système de l'AM1, tu vois. Du système 1 Sega, donc Virtua Fighter, entre autres. Et tu as, on va dire, les jeux vulgaires main. Je vais te montrer. Pardon. Donc après, en bas, tu as une barre de recherche sur laquelle tu peux scroller et te mettre donc par ordre alphabétique, donc A, B, C, D, etc. Et tu as même un moteur de recherche. Tu tapes le titre du jeu avec le stick et les touches. Hein. Tu as un petit clavier qui se met ici, tu vois, si j'appuie là. Ah là, j'ai lancé le jeu, attends. Je vais quitter le jeu, je vais te montrer. Voilà, j'ai quitté le jeu. Et donc attends, en fait, juste pour t'interrompre, est-ce que les jeux sont stockés sur un SSD ou ils sont stockés sur un disque classique? Alors, la machine, elle est équipée avec 2 SSD. J'ai un SSD de 512 Go pour le système. Et j'ai un SSD de 2 Tera pour tout ce qui est ROM et émulateur. Donc tout tourne sur SSD.
Ce qui fait que les chargements sont très Là, rapides. c'est une PS5, mais façon arcade. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, par ordre alphabétique, admettons, je sais pas moi, est-ce que tu as un titre qui te viendrait en tête? Un titre qui me viendrait en tête. Bon, on va essayer par exemple un Ghouls and Ghost. Un Ghouls and Ghost, histoire de voir Allez, un Ghouls peu. and Ghosts. Allez, donc Ghouls and Ghosts, donc tu vas dans G. Donc tu vas avoir tous les jeux G, Galaga, t'as absolument tout vraiment. On a les jeux de base, plus les jeux récents. Tu vois, là, il y a Mark of the Wolf. Tu as le full set, bien entendu, MVS. Alors, Ghouls and Ghosts, GH. Ancien, tu vois. Et là, le Ghouls and Ghosts est là. Allez, le vrai Ghouls allez, and Ghosts. on peut le lancer. Allez, c'est parti. Voilà, donc tu lances le jeu. Tu as ce petit écran de présentation assez sympa, là. Tu vois. Et donc, le jeu se lance. Là, comme une borne, tout à fait. Donc comme après, tu mets tes crédits. Donc, tu as l'intro. Tu mets tes crédits. Et tu... Donc, sachant que ce PCB-là coûte quand même une petite fortune. Hein. Le Ghouls and Ghosts, ouais, on est sur alors là, je te laisserai un beau petit juge prix. Du rendu. Mais pour moi, le rendu du CPS 1 et 2, il est excellent. Vraiment. C'est un des rendus que je préfère le plus sur la borne. De toute façon, je te montrerai, je te filerai les images que je capte avec mon téléphone. Le rendu est top. Et puis, pour un jeu comme ça, ce que j'expliquais, il faut un temps de réaction extrêmement court. Sinon, c'est mort, tu le sais très bien. C'est un jeu très difficile. Donc... Ouais. C'est pour ça que je t'ai demandé de le mettre, parce que c'est un jeu qui ne me pardonne pas, en fait. Je m'en sors plutôt bien, sachant que j'ai pas la position idéale pour jouer. C'est ça. Ouais, non, mais je vois qu'il n'y a pas trop d'input lag, puis, tout va bien, quoi. Parce que ça, c'est aussi le gros souci des écrans type LCD, c'est que tu as quand même des input lag qui peuvent gêner, quoi. D'accord. Il est donné pour 1 milliseconde, donc c'est que dalle. 1 milliseconde, pardon. Donc c'est que dalle, c'est largement bon. Il est considéré comme étant un zéro lag, en fait. D'accord. Hop. Ok. Et moi, par exemple, Ghouls and Ghosts, sur l'ancienne borne, il était injouable. Et même ce que j'ai expliqué, Shinobi, pareil, tu sais que Shinobi est extrêmement exigeant dans ses timings. C'est très serré pour pouvoir placer un shuriken sur le premier boss, par exemple. Tu sais, comment dirais-je, t'as un espace très réduit. Et en fait, pour pouvoir le faire, c'est presque impossible si t'as du lag. Tu vois. Et ouais, là c'est quand même vachement ressemblant, quoi. On est sur de l'émulation, mais de l'émulation qui est fidèle. Et je vois qu'au niveau de la jouabilité, tu t'en sors pas mal. Je sais. Après, c'est un jeu qui est extrêmement dur. Ce que je voulais, c'est quelque chose qui soit largement jouable, sur lequel je puisse finir des jeux, quoi. Alors justement là, si par exemple je te demandais de switcher sur un jeu qui est aussi exigeant, un KOF 94. KOF 94. Donc là je quitte. Ce qui est pas mal, pour voir un peu la latence. Pour te donner un petit peu une différence avec Hyperspin que j'ai pratiqué avant. Hyperspin, parfois il va se mettre à bugger quand tu vas quitter des jeux, revenir, quitter des jeux, ça va créer des problèmes au bout d'un moment. Alors que c'est pour ça que je te demandais, parce que moi j'avais installé sur mon ordinateur. D'accord. Ok. Le KOF 94. Que j'aime beaucoup. Qui est un jeu hyper exigeant aussi. Et bizarrement, tu vois, c'est un titre qui revient assez peu dans les tops Neo Geo. Parce que pour la plupart des gens, il a été surpassé notamment par le KOF 98. Mais n'empêche que il a ce charme, on va dire, du premier KOF. Que les stands des personnages, je les trouve super beaux. En fait, même s'ils ont comment dirais-je, un design un peu carré, je dirais un peu rigide, mais j'aime beaucoup le style, en fait. Le style me plaît beaucoup. Et moi, je trouvais que le fait que tu as des équipes imposées, je trouvais que c'était une bonne contrainte, parce que en fait, c'était totalement dans ce que le jeu voulait te faire faire, c'est-à-dire c'est des équipes de personnages qui s'affrontent. C'est comme quand tu joues à un jeu de foot. Comme quand tu joues à un jeu de foot et tu dis, moi je prends la France, je suis avec la France, avec les joueurs de la France, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, tu avais des équipes qui étaient équilibrées, parce que
quand tu es un néophyte et que tu te mets sur KOF 98 et que tu as en face quelqu'un qui a un niveau expert, je pense que tu n'as aucune chance. Hein. Tu n'as aucune chance. Même à partir du moment où tu as le choix des personnages, tu n'as aucune chance. Tu vois? Ouais. Après, il faut faire les super, sans souci. Il faudrait que tu les enchaînes. Parce que les inputs des super dans celui-là, c'est beaucoup plus exigeant que les autres. Ouais. Bah, c'est pour ça que je t'avais demandé celui-là, parce qu'il est un peu moins souple, on va dire. Que tu fais les attaques, elles sortent sans problème. Ouais. Oui, je vois. Entre tes mouvements et puis je vois qu'effectivement je l'ai fini très récemment. Ça ressort de la même façon. Je l'ai fini il y a peut-être 2 semaines. Je me le suis refait. Ouais, il est dur. Ouais. C'est un des plus durs, mais j'y arrive. Il est extrêmement dur. Avec l'équipe de Robert et tout ça là, j'y arrive assez bien. C'est un petit peu comme Art of Fighting 2. C'est des jeux pour les finir. C'est une purge, quoi. Art of Fighting 2, c'est un enfer. Ouais, c'est une purge. Là, autant les équipes sont bien équilibrées, autant la difficulté, elle était extrêmement dure. L'intelligence artificielle, elle ne te laisse aucun voilà, il répond au doigt et à l'œil, et puis le rendu est super propre. Tu vois. Donc voilà, après, on va essayer super propre. Si tu veux, je peux te switcher sur un jeu d'arcade de maintenant. Alors, ça m'intéresserait. On va aller donc dans Taito Type X, donc c'est vraiment les jeux en fait dédiés de cette borne finalement. Et qu'est-ce que je peux te lancer? Il y a le dernier Samurai Showdown, il y a la version arcade de base de Street Fighter Sword Strike adaptée sur ces consoles-là, sur cette borne-là. Tu as le dernier Samurai Showdown, ça me dit bien, ouais. Alors, la question, c'est par exemple, est-ce que tu peux faire fonctionner les versions PC des jeux de combat? C'est celle que j'utilise pour jouer en ligne. Donc le Mortal Kombat 11, par exemple, tu pourras le faire tourner, enfin tu peux le faire tourner. Mortal Kombat 11, il y est là. Attends juste 2 secondes, je vais te montrer. Non, mais c'est pour voir un peu que, effectivement, ce type de borne permet à la fois de jouer aux jeux ancestraux, on va dire, aux jeux iconiques, et puis en même temps aux dernières nouveautés. Il y a Killer Instinct, le dernier. Ok. Il y a KOF 14. Il y a Killer Instinct. Mortal Kombat 11. Mortal Kombat XL, il y a le dernier Raiden, et je vais remettre Samurai Shodown. Parce qu'il fallait bien que je te le montre. Mais tu l'as, Samurai Shodown, il me semble que tu as fait une vidéo dessus. Samurai Shodown, alors j'y joue, mais je sais pas si j'ai fait une vidéo dessus. Ah, c'est possible, mais alors je suis une des seules chaînes du gaming sans vraiment phase de gaming. En fait, il y a quelques moments où je montre que je joue. Mais en fait, je joue en cachette, je joue off, je joue hors YouTube. Parce que je trouvais que il y avait plein de gens qui jouaient bien mieux que moi. Quand tu vois des potes comme des DGJX qui s'entraînent pendant des jours et des jours sur des jeux, forcément leur gameplay, leur séquence de gameplay, c'est du perfect, quoi. Moi, j'ai pas ce temps-là de jeu qui est pas possible. Donc forcément, le fail est possible. Et forcément, sur Internet, tu sais bien que le fail, malheureusement, est très mal perçu. Et pourtant, hein, je vous le dis, les yeux dans les yeux, le fail, on le connaît tous. Hein. Même des GGX. Donc, on est tous là pour... on est tous là aussi pour expérimenter. On connaît pas les jeux par cœur dès qu'on les allume. Ah ouais. Un beau petit rendu quand même. Je joue pas vraiment parce que je t'ai dit, j'ai pas la position de mon casque. En fait, le câble il tire. Hop. Ah oui, j'ai fait la super. Ouais. Là, c'est un jeu extrêmement souple. Hein.
Beaucoup plus souple que les anciens. Là, c'est vraiment adapté, on va dire, aux nouveaux joueurs de jeux de baston. Moi, mon préféré, de toute façon, c'est Samurai Shodown 2. Mais celui-là, je l'ai à peine. Je l'aime bien, c'est le deuxième. C'est le Samurai Shodown 4, non? Mais je préfère le 2. Je l'ai le 4, je le possède aussi. Mais okay. En fait, ce qui me rebute dans le 4, c'est qu'on n'a pas des stages par personnage. Et il y a une ambiance trop sombre, en fait. Et c'est ce que j'aime pas trop. Une ambiance sombre. Je préfère l'ambiance du 2, c'est un régal, quoi. Il y a les musiques, les niveaux. On a un stage par perso, donc du coup, t'as une ambiance, en fait, par personnage qui leur correspondent super bien. Tu prends le stage de Genan, c'est un espèce de stage de sorcier vaudou et tout, c'est magnifique. T'as la musique du stage de Galford avec le requin là, qui est pendu et tout. Et incroyable, quoi. Et du coup, voilà, c'est vraiment mon épisode. C'est une ambiance plus cartoon, on va dire. Alors que dans le Samurai Shodown 4, on est plus sur du jeu mature, on est plus sur de la technicité, et puis sur... à partir du moment là où on arrive sur des numéros quand même 3, 4, moi je peux te dire, j'adore le 3, même si le 3 est décrié, parce qu'il y a très peu de stages, etc. Pour moi, s'il n'y avait pas eu de 3, il n'y aurait pas eu le 4. Et le 3, je l'ai écumé, quoi. Je l'ai écumé comme un dingue. C'est un de mes premiers jeux Neo Geo quand j'ai pu me racheter une Neo Geo. Et on va dire que c'est le Samurai Shodown que j'ai fait à fond. Le 3, je l'ai fait à mort. De près. Bien plus que l'un et le 2. Et ben c'était très très intéressant. Merci vraiment pour ta démonstration. Et tu m'as convaincu. Mais réellement, je le dis pas pour la vidéo, je le dis vraiment, tu m'as convaincu. Donc ça, c'est quand même une prouesse parce que ça fait des mois que je me focalise sur le choix de la Blast. Choix de la Blast City, bon, je me laisse encore un petit peu de réflexion parce que de toute façon, c'est quand même une somme importante. Tout à fait. Mais moi, je pense qu'on peut le faire en 2 temps. Moi, je vois, moi, toi et moi, c'est fou, mais on a eu exactement la même réflexion. C'est dingue. On est passé par les mêmes étapes. Et moi, comme je te dis, je n'ai pas du tout fermé la porte à une Blast dans quelques temps. Et je sais que, comme tu le disais, avec la fermeture malheureusement des salles d'arcade, il y en aura beaucoup sur le marché. Et je pense pas qu'il y ait de la clientèle pour toutes ces bornes. Non. Je pense qu'il y aura des opportunités de folie. Après. C'est ça. En termes d'état, à mon avis, elles vont être jaunies. Je pense qu'ils vont se garder les meilleures bornes. Nous, on va récupérer, comme à chaque fois avec le Japon, on se récupère les miettes, malheureusement. Mais bon, il y a parfois des belles miettes, donc on peut avoir des belles opportunités sur des Sega. On peut même avoir des belles opportunités sur des Viewlinks. Donc voilà, il faut pas se fermer la porte. Et c'est vrai que on peut le dire, ta borne, toute faite comme ça, c'est 2500 €. Au max. Donc au max, mais bon, si on part sur ça, on part sur le max, on part sur la meilleure configuration. C'est ça. Là, tu vas avoir une configuration top et on va dire qu'en termes de jeux de PC, de jeux récents PC, tu en as au moins pour 7-8 ans, tu feras tourner tout parfaitement sans aucun problème. Moi, je fais tout tourner en max. Et une bande qui est accessible PC, vraiment pour le néophyte. Et après, si vous voulez directement vous lancer dans l'expérimentation, dans l'arrachage de cheveux, dans le purisme à l'état pur, vous avez les Candycab. Voilà les 2 bornes qu'on vous conseille vraiment. 2 bornes qui ne vous décevront pas. Parce que tous les autres systèmes vont vous décevoir, tous les systèmes à base de bois, etc. Tant qu'on veut jouer sérieusement. C'est ça. Mais bon, on est quand même sur un public qui est sérieux, qui veut s'investir. On est sur du débutant, mais du débutant qui veut s'investir. Voilà. Donc moi, je suis comme toi. Moi, je vous conseille vraiment de vous diriger vers ça. Qui a un système hybride finalement entre les anciens systèmes qui étaient le Viewlinks et puis finalement la modernité de l'ordinateur, la souplesse de l'ordinateur. Et je pense que c'est peut-être le meilleur choix que tu as fait pour une première borne. Voilà. Ouais, je pense aussi. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mon ami ici présent
qui sera Merci en beaucoup. description. Je mettrai également la petite vidéo sur laquelle tu présentes ta borne et puis sur laquelle justement tu fais une petite démonstration pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le modèle et ce qu'on peut en faire au final. Parce que là, on a fait une petite démonstration, mais je pense que sur ta vidéo, tu en montres encore plus. Ouais. Et en tout cas, prenez bien soin de vous parce que les bornes, hein, si vous les commandez, il faut les désaffecter. Voilà. Je vous dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais sincèrement, faites vraiment gaffe parce que malheureusement, le Covid, comme vous avez vu, il a des répercussions assez graves sur l'industrie, sur le marché, là, sur l'arcade au Japon. Donc vraiment, si vous voulez saisir cette opportunité de l'arcade, c'est le moment ou jamais. Si vous voulez vous acheter une borne à l'ancienne, c'est le moment ou jamais. Si vous voulez acheter des bornes comme ce que tu montres ici présent, c'est aussi le moment ou jamais parce que ça risque aussi de monter. Hein, malheureusement, ils en vendent moins, donc forcément, ils vont se rattraper sur le prix à l'unité. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit sur ta chaîne ou sur la mienne. Si vous vous posez encore des questions par rapport à ça, on y répondra avec plaisir et on fera certainement d'autres collaborations ensemble. Avec grand plaisir. Voilà, sur ta chaîne, sur la mienne. En tout cas, tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Et